Alors, bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique du Maroc de m'avoir invité, et je voudrais notamment remercier d'une part son président, mais aussi M. Hassan Esmili, qui m'a si gentiment invité à venir à ce colloque et faire cette présentation. Je vais utiliser, comme vient de le dire le président de cette séance, aussi bien des données de l'Europe que des données de l'OCDE. Donc des données de l'Europe, c'est 27 pays, et les données de l'OCDE, c'est 34 pays qui couvrent donc aussi bien des pays de l'Amérique que des pays de l'Europe que des pays de l'Asie-Pacifique. Donc on couvre donc beaucoup de pays dans le monde. Alors quelques mots d'introduction. Si on regarde les systèmes éducatifs dans le monde, les 20 dernières années ont été très importantes parce que ces systèmes ont été bouleversés, le mot n'est pas trop fort, bouleversés par des changements assez radicaux. Ce n'est pas forcément l'année 2000, parce que bien sûr, le changement de siècle, c'est très important. Ce n'est pas seulement l'année 2000 qui a été l'année d'une très grande transition, c'est peut-être 1995, l'an 1995-2000, où on s'est aperçu que la mondialisation était bien là pour durer, qu'elle était très importante. Et c'est aussi l'année 2000 où, pour la première fois, l'OCDE a publié les données PISA. Alors peut-être que vous ne connaissez pas les données PISA, mais les données PISA ont permis d'apporter des informations sur les performances d'une quarantaine de pays dans le monde, les performances des élèves de 40 pays dans le monde. Alors, bien entendu, si vous avez dans votre pays une note moyenne de vos élèves qui est de 12 ou 13, vous pouvez vous en satisfaire, mais une fois que vous comparez les performances de vos élèves par rapport à 39 autres pays, que vous apercevez que votre performance par rapport aux autres pays, c'est plus 12, 13, mais c'est 7 ou 8, vous avez donc une réaction qui peut être assez forte, et de fait, un nombre de pays, comme par exemple le Japon ou la Corée, ou bien l'Allemagne, ou bien le Canada, ou la Pologne, ont eu des réactions très très fortes, et ont entrepris des mesures radicales, et même des réformes radicales pour essayer de remonter la pente. Et si vous regardez la position de ces pays dans les résultats de PISA, la dernière enquête de PISA de 2012, ces pays ont singulièrement changé leur position par rapport aux autres pays. D'autres pays n'ont pas pris de telles mesures. C'est le cas de mon pays, la France, et donc la France est toujours en 20-25e position dans les 34 pays de l'OCDE. Vous voyez que la France a un singulier retard. Alors, ceci a eu des implications, ces modifications structurelles des systèmes éducatifs ont eu des implications importantes sur les métiers, l'ensemble des métiers. Vous savez qu'il y a beaucoup de métiers dans les systèmes éducatifs, beaucoup de métiers, mais principalement dans deux métiers qui sont, à mes yeux, peut-être que vous pourriez le contester, mais à mes yeux, ce sont les deux métiers les plus importants dans les systèmes éducatifs, parce que ce sont les deux métiers qui sont les plus proches des élèves. C'est le premier métier, celui des chefs d'établissement, et le deuxième métier, celui des enseignants. Alors, on va regarder ça de plus près. D'une part, les métiers en pleine évolution, ceux des chefs d'établissement et ceux des enseignants. Alors, en fonction, ceux des chefs d'établissement ont longtemps été principalement celles d'organisation et de gestion administrative. Donc, c'était principalement des fonctionnaires dévolus par le ministère pour aller gérer des établissements. Bon, principalement ça. Depuis, il y a une très forte demande sociale, et à nouveau depuis 1995, l'an 2000, une très forte demande sociale qui est due à une certaine anxiété de la part de la population, notamment des parents, qui se sont aperçus que l'avenir de leurs enfants n'était pas forcément plus radieux que le leur. Or, vous savez très bien que le rêve de tous les parents, à commencer par moi et à commencer par vous, c'est de dire il faut que l'avenir de mon enfant soit meilleur que le mien, sinon à quoi ça sert d'avoir des enfants? Et à partir de 1995, de l'an 2000, ce rêve finalement s'est évanoui. On s'est dit mais non, la situation devient très très difficile, et donc on s'est dit il faut que l'école arrive désormais à permettre à nos enfants d'avoir de meilleures performances scolaires afin de leur permettre, in fine, d'avoir un meilleur avenir. Et donc, il y a une très forte concurrence, très forte pression sur les écoles pour améliorer les performances des élèves. Et en même temps, on a demandé aux écoles d'être plus efficaces, même plus efficientes, c'est-à-dire d'avoir de meilleurs résultats avec des mêmes moyens.
Et plus d'équité, vous avez entendu ce matin ce que disait le ministre, c'est un point important au Maroc, je l'ignorais, mais c'est un point très important en France. La France est dans les 34 pays de l'OCDE la dernière en matière d'équité sociale en éducation. Une qualité de vie meilleure, c'est un point qui a été soulevé ce matin aussi, des rapports humains plus détendus, plus sympathiques, plus bienveillants, et une plus grande coopération avec les parents. C'est-à-dire que les parents ont un mot à dire désormais, non seulement dans les rapports entre les élèves et les enseignants, mais aussi dans la gestion des établissements. Et enfin, une plus grande autonomie est de plus en plus confiée aux écoles, avec notamment le développement de projets d'établissement. C'est aussi l'époque, 1995, dans le 2000, où ces projets d'établissement apparaissent dans les réformes qui sont menées dans plusieurs pays, et d'autres responsabilités qui sont celles de l'éducation, qui sont confiées désormais aux écoles, on le verra tout à l'heure. Donc, de grandes modifications, et donc on appelle ça une nouvelle gouvernance qui est en train d'être mise en œuvre dans les établissements. Si on regarde les chiffres, si on regarde l'évolution entre 2006 et 2007, c'est simplement une évolution sur les 5 dernières années, on n'a pas d'informations plus ultérieures à 2011. Bien sûr, ce ne sont pas des pourcentages très importants, mais on voit que le chef d'établissement a une augmentation de son pouvoir de 20%, en 5 ans, c'est quand même considérable. Les enseignants ont plus de responsabilités de l'ordre de 6,4%. Vous me direz, c'est pas beaucoup, certes, mais sur 5 ans, si vous mettez sur 20 ans, multipliez ça par 4, ça fait quand même quelque chose d'important. Les programmes et les modes d'enseignement, il y a un recul. C'est dû au fait qu'avant, on pensait qu'il fallait qu'il y ait plus de liberté en matière de sujets optionnels, et on s'est aperçu, comme on l'a dit souvent ce matin, que l'interdisciplinarité était plus importante finalement que des sujets optionnels, et donc on a substitué l'interdisciplinarité aux sujets optionnels, donc il y a une petite régression dans ce cas-là, et les ressources financières ont augmenté de 3%, de sorte que si on regarde in fine quelle est la situation en 2011, vous serez certainement étonné de voir ces chiffres. Les chefs d'établissement ont une augmentation de 30% de leur autonomie, les enseignants sont au niveau de 30%, les enseignants de 50%, l'enseignement une autonomie de 50%, et les ressources financières, les établissements ont une responsabilité une autonomie de l'ordre de 80%, ce qui est bien sûr très important. Et là, dernier point qui est important pour les chefs d'établissement, en vert, vous avez les responsabilités qui étaient les leurs il y a à peu près 15-20 ans, et en rouge, vous avez les nouvelles responsabilités qui sont les leurs, d'après une enquête qui était faite à nouveau par l'OCDE il y a 3 ans, en 2013, où on demandait aux chefs d'établissement quelles sont, d'après vous, vos principales responsabilités. Et regardez en rouge ce que sont leurs principales responsabilités par rapport en vert ce que sont les responsabilités qui sont un peu moindres. En vert, c'est s'assurer des procédures administratives qui sont correctes et que les rapports ne contiennent pas d'erreurs, donc ce sont des responsabilités administratives de gestion traditionnelles des chefs d'établissement, assister au déroulement des cours, résoudre les problèmes d'emploi du temps dans l'établissement, donc encore une fonction administrative très traditionnelle des chefs d'établissement, collaborer avec les enseignants pour résoudre les problèmes de discipline en classe, encore une fois une fonction très traditionnelle des chefs d'établissement. Et en rouge, vous avez les nouvelles fonctions, nouvelles responsabilités des chefs d'établissement. Je ne pense pas que vous les auriez eues immédiatement à l'esprit, notamment la première qui est la plus importante d'après les chefs d'établissement en 2013, dans 32 pays, les 32 pays qui ont répondu à cette enquête, notamment la première, prendre des mesures concrètes pour que les enseignants se sentent responsables des résultats de leurs études, de leurs élèves. Voilà une responsabilité quand même très importante, bien entendu. Donc vous voyez bien que les chefs d'établissement, désormais, sont les premiers pédagogues dans les établissements. Ils ne sont plus là simplement pour gérer l'administration, la gestion et l'ordre du jour, les classes des établissements. Ils sont là vraiment pour s'assurer qu'il y ait une bonne éducation, que les élèves aient de meilleurs résultats et progressent. Vous voyez, donc il y a une évolution très concrète. La deuxième, prend des mesures concrètes pour que les enseignants s'investissent dans l'amélioration de leurs compétences pédagogiques. Vous voyez que désormais, le chef d'établissement devient quasiment un chef d'entreprise. Il est là pour vérifier que les enseignants s'investissent dans leurs compétences pour les améliorer afin que, bien sûr, les élèves améliorent eux-mêmes leurs résultats, leurs performances. Donc il y a une évolution très sensible, peut-être même une rupture, si vous voulez, dans l'évolution de la gestion des établissements.
Conséquence de ces évolutions, les chefs d'établissement ont donc de plus en plus bien davantage de responsabilités et disposent de plus d'autonomie, ce qui est un bienfait. Avant, ils étaient de simples administrateurs, ils doivent désormais devenir non seulement des dirigeants visionnaires, parce qu'ils doivent développer un projet d'établissement, ils doivent devenir des leaders, mener désormais les professeurs, des organisateurs, des financiers, puisqu'ils ont plus de responsabilités en matière de gestion financière, des chefs du personnel, ils doivent recruter davantage leurs professeurs, ils doivent les évaluer, ils doivent gérer leur carrière, ils doivent veiller à leur bonne formation compte tenu des carences éventuelles que les professeurs peuvent avoir. Ils doivent être les premiers animateurs pédagogiques de leur école, ils doivent être des conseillers d'orientation pour les élèves, ils doivent être aussi, bien sûr, des psychologues pour avoir de bonnes relations avec les parents. Vous voyez la palette énorme des compétences, des qualifications que doivent avoir désormais les chefs d'établissement, ce qui n'a rien à voir avec ce qui était le cas il y a une vingtaine d'années. Et en plus de ça, il vient bien sûr veiller à trouver le juste équilibre entre ces diverses fonctions. Et on espère désormais qu'ils vont s'entourer, parce qu'ils ne peuvent plus tout faire. Avant, le chef d'établissement était une tête d'épingle qui gérait l'administration. Désormais, ils doivent s'entourer de compétences nécessaires et savoir déléguer, ce qu'on appelle le leadership partagé, et se former en permanence, innover en gardant en tête un objectif primordial, pas seulement une éducation élitiste, mais la réussite de tous les élèves, puisque c'est ce que veulent, bien sûr, tous les parents. Et les qualifications ne se limitent plus aux questions d'organisation et de gestion administrative, mais relèvent désormais de plus en plus de tout ce que je viens de dire, la gestion du personnel, la gestion financière, l'administration pédagogique, le conseil d'administration, la gestion d'organisation, l'innovation, etc., et la psychologie. De sorte que la formation initiale devra donc être beaucoup plus solide et complète qu'auparavant, couvrir des champs nombreux et variés comme le personnel, l'organisation, la finance, la pédagogie, la psychologie, l'orientation, toutes choses nouvelles pour les chefs d'établissement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 ou 6 mois de formation assez rapide et quasiment aucune formation complémentaire, aucune formation permanente, eh bien, il faudra que ce soit peut-être 1 an et ressembler à des business schools avec des résolutions de problèmes, des études de cas, des serious games, comme on fait désormais dans les HEC que l'on trouve dans l'ensemble du monde. Donc le profil n'est plus celui d'un fonctionnaire qui sera évalué sur sa capacité à mettre en œuvre les instructions du ministère et qui sera jugé, bien sûr, sur cette capacité, mais celui d'un leader qui saura prendre en compte des initiatives et aussi des expérimentations, faire des expérimentations et les faire réussir et gérer au mieux son établissement et, bien sûr, les enseignants. Pourquoi? Pour le bien des élèves et qui sera évalué sur ces critères. Voilà la nouveauté, si vous voulez, en ce qui concerne les chefs d'établissement. Venons-en aux enseignants. Il me reste 15 minutes. Première chose en ce qui concerne les enseignants, regardez cette question qui a été posée à peu près à 30 000 enseignants dans les 32 pays qui ont répondu à l'enquête Thalys. La question est la suivante: pourcentage d'enseignants du premier cycle du secondaire qui se déclarent pas du tout d'accord, pas d'accord avec cette affirmation. J'ai l'impression que la profession d'enseignant est valorisée dans la société. En haut, vous avez les pays, les enseignants qui sont dans des pays où on considère que la profession d'enseignant est valorisée dans la société. Donc plus vous êtes en haut, plus la profession est valorisée dans la société. C'est donc la Malaisie, Singapour, la Corée, Abu Dhabi, Finlande, Mexique. Donc vous trouvez aussi bien des pays développés que des pays en développement. Et en bas, dans les pays où la profession est le moins valorisée, vous trouvez aussi des pays en développement, comme le Mexique, comme le Brésil, pardon, ou la Croatie, mais vous trouvez aussi des pays développés comme l'Espagne, la Suède et malheureusement la France. La France avec moins de 6 ou 7%. 6 ou 7% d'enseignants en France qui considèrent que la profession d'enseignant est valorisée dans la société. La question qui se pose, c'est lorsque vous regardez ce chiffre et que vous êtes ministre de l'Éducation, est-ce que vous avez tendance à confier davantage de responsabilités aux enseignants, sachant que les enseignants sont très peu valorisés par la société? Au contraire, si vous êtes dans un pays comme la Finlande, où les enseignants sont très valorisés par la société, où le statut social est très fort dans la société, vous avez bien sûr tendance à confier davantage de responsabilités aux enseignants.
Donc ce questionnaire est très important, comme vous pouvez l'imaginer. Bon, je vous laisse donc réfléchir sur cette question. Alors, si on regarde à nouveau l'évolution du métier, ce terme est très beau, parce qu'on oublie souvent que derrière le terme métier, il y a homme. Hein, donc, il y a une approche humaniste dans l'approche métier. Donc c'est très intéressant. En observant, en regardant, en préparant cette conférence, et en essayant d'évaluer les évolutions du métier d'enseignant sur les 20 dernières années, je me suis aperçu qu'il y a à peu près 8 grandes évolutions. Donc on va les regarder rapidement les unes après les autres. Avant, ils étaient souvent des travailleurs indépendants ayant peu de relations les uns avec les autres. Quelle est la situation aujourd'hui? La situation aujourd'hui, c'est que désormais, ils ont souvent un tuteur, puis un coach. Un tuteur, ils arrivent dans un nouvel établissement, ils ont un tuteur, c'est un professeur ayant plus d'expérience, un professeur aguerri qui va les aider à apprendre le métier, à éviter de faire certaines erreurs ou à apprendre des bonnes pratiques. Et puis, ils ont un coach, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont quelques années d'expérience, eh bien, ils ont un professeur qui est à nouveau plus expérimenté, plus aguerri et qui va les guider pendant quelques années. Ça, c'est un progrès énorme. C'est fait seulement depuis une vingtaine d'années. Ils collaborent de plus en plus entre eux. On va le voir tout de suite. On verra que les pays où on collabore de plus en plus, où les professeurs collaborent le plus entre eux, sont les pays qui ont les meilleurs résultats dans PISA. Et ceux-ci sont des gages de qualité donc de réussite pour les élèves. Regardez ce tableau. Il est assez complexe, mais je vais vous l'expliquer. Regardez sur le côté gauche du tableau. Encore une fois, vous avez les 32 pays qui ont répondu au questionnaire Thalys, donc 30 000 enseignants. Et la première question que vous avez, à gauche, indice d'échange de coordination à finalité pédagogique. Donc, ne jamais discuter des progrès faits par certains élèves. Donc, vous voyez la barre bleue que vous avez sur le côté gauche. Vous voyez qu'elle est très faible en évolution, sauf en Corée, tout en bas. Bon, donc ça veut dire que dans la plupart des pays, on discute souvent des progrès faits par certains élèves. Donc c'est une bonne chose. Deuxième question, est-ce qu'on assiste à des conférences d'équipe? Ne jamais assister à des conférences d'équipe, ça veut dire que vous avez le point noir qui est de plus en plus vers la gauche. Alors, vous avez certains pays, vous voyez que la situation diffère très sensiblement d'un pays à un autre. Vous avez des pays où on le fait très souvent. C'est le cas de l'Espagne, c'est le cas du Portugal, c'est le cas des Pays-Bas, c'est le cas de la Suède. Mais vous avez d'autres pays où on le fait presque jamais. C'est le cas de la France, à nouveau, c'est le cas du Chili, c'est le cas de la République slovaque. Et si vous regardez le côté droit du diagramme, vous avez la question de ne jamais observer le travail d'autres enseignants en classe et ne jamais le commenter. Là, vous avez la barre bleue. Et vous voyez l'intensité de la barre bleue, elle est très importante. C'est-à-dire que dans les 32 pays qui ont fait cette étude en 2013, la pratique d'observer le travail d'autres enseignants en classe et commenter le travail d'autres est très peu suivie. Elle est très peu suivie en Espagne, en Irlande, en France, au Brésil, en Flandre, au Portugal, en Finlande, en Croatie, en Italie, etc. Elle est suivie éminemment beaucoup dans 2 pays, notamment au Japon et en Corée. Curieusement, ce sont 2 pays qui ont parmi les meilleurs résultats dans PISA, c'est-à-dire les pays où les performances des élèves sont meilleures, aussi bien en compréhension de l'écrit qu'en mathématiques et qu'en sciences. Vous pouvez en tirer de vous-même la conclusion. Deuxième question, deuxième évolution. Avant, les enseignants, ils avaient une formation rudimentaire, principalement disciplinaire. Désormais, les enseignants sont parfaitement conscients de leur manque crucial dans de nombreux domaines dont les autorités politiques n'avaient pas toujours conscience. Réfléchissez, en dehors de la formation disciplinaire que peuvent avoir les enseignants, quelle autre formation pourrait-il avoir besoin? Vous avez 5 secondes. Quelle autre formation pourrait-il avoir besoin, autre que disciplinaire? Voilà la réponse, vous allez être étonné. Voilà ce qu'eux répondent, 30 000 enseignants. La première chose dont ils ont besoin, la première formation autre que disciplinaire dont ils ont besoin, ces 30 000 enseignants dans 32 pays, c'est la prise en charge d'élèves ayant de besoins spécifiques d'éducation. C'est-à-dire les élèves qui sont en difficulté.
Compétences en technologie de l'information et de la communication à l'appui de l'enseignement. C'est la deuxième formation dont ils ont besoin. Troisième formation dont ils ont besoin, nouvelles technologies dans le monde du travail. Ce n'est pas la nouvelle technologie utilisée à l'école, c'est je veux former les élèves aux nouvelles technologies qu'ils auront à utiliser quand ils vont travailler. C'est ça la responsabilité que vos enseignants, que nos enseignants sentent avoir comme responsabilité à l'heure actuelle. Quatrième responsabilité essentielle pour laquelle ils veulent avoir une formation, c'est la gestion de la classe et du comportement des élèves. Combien de pays, dans la formation initiale et la formation continue des enseignants, forment leurs enseignants à la gestion de la classe et du comportement des élèves? Très peu, très très peu. Et la dernière, enseignement en milieu multiculturel ou plurilingue. Combien de pays forment les enseignants à l'enseignement en milieu multiculturel et plurilingue? Et vous pouvez continuer la liste, bien entendu. Troisièmement, avant, les enseignants pratiquaient une éducation industrielle, la même pour tous, et une pédagogie frontale avec peu d'interactivité et de participation des élèves. Quelle est la situation aujourd'hui? Désormais, ils ne peuvent ignorer que les pédagogies les plus efficaces sont les suivantes. Voilà le résultat d'une vaste étude qui a été menée par l'OCDE conjointement avec l'UNESCO. Voilà les principales pédagogies qui sont les plus efficaces. Faire référence à un problème de la vie courante ou du monde du travail pour montrer l'utilité des nouveaux acquis. Donc, une approche plus inductive que déductive. Donner des exercices similaires aux élèves jusqu'au moment où l'enseignant est sûr qu'ils ont tout compris la matière, qu'ils ont tous compris la matière, tous compris, tous. Faire travailler les élèves en petits groupes, donc l'interactivité par petits groupes. Et l'avantage du petit groupe, c'est que ça développe ce qu'on appelle des compétences transversales, la communication, le travail en équipe, la créativité, l'écoute des autres, la tolérance, etc. Donner des travaux différents aux élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ou à ceux qui peuvent progresser plus vite. Donc faire des pédagogies variées. Ceux qui travaillent plus vite, qui comprennent plus vite, on leur donne des exercices plus difficiles. Ceux qui ont des difficultés, on leur donne des exercices moins difficiles, de sorte qu'ils vont progresser à leur rythme et ils vont rattraper petit à petit les autres. Donc au lieu d'avoir le même exercice que l'on donne à l'ensemble d'une classe, faire utiliser les TIC aux élèves en classe ou dans des projets et faire travailler les élèves à des projets qui leur permettent prennent une semaine ou autre. Quatrièmement, avant l'essentiel c'était la transmission de connaissances. Plus tard, vous vous souvenez, c'était bien sûr l'acquisition de compétences. Et désormais, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on demande aux enseignants dans l'étude Thalys quel est l'essentiel de votre éducation, quels sont les principaux objectifs, ils répondent dans l'ordre, ce qui va vous étonner à nouveau, faire des recherches, réfléchir et raisonner, résoudre des problèmes. Moi-même, ça m'a étonné, je pensais que le premier objectif des enseignants, et on l'a dit souvent ce matin, c'était apprendre à réfléchir et à raisonner. Et pourtant, les enseignants, dans les 32 pays, vous disent non, ce qui est important, c'est d'apprendre aux élèves à faire des recherches, au lieu d'aller sur Internet et de faire du copier-coller. C'est de faire des recherches. Ensuite, de réfléchir et raisonner. Une fois que vous avez fait des recherches, vous pouvez commencer à réfléchir et raisonner, et ensuite de ça, vous pouvez résoudre des problèmes. Et c'est ce que montrent, encore une fois, les statistiques qui sont devant vous. Je vais abréger pour aller très très vite. Cinquièmement, avant, ils pratiquaient une évaluation sommative, simpliste et parfois pénalisante. Tu as 5, l'élève ne sait pas pourquoi il a 5, et généralement, c'est accompagné d'un commentaire un petit peu agressif, pénalisant. Tu es nul ou tu es très mauvais, alors qu'on ne donne jamais un compliment ou au contraire l'inverse à un élève. On dit ce que l'on pense sur le travail, on ne dit jamais ce que l'on pense sur un élève. Désormais, leur évaluation évolue vers une évaluation qui est aussi formative et qui est bien sûr bienveillante. On l'a dit ce matin également. Sixièmement, avant, les enseignants mettaient le programme au centre du système, c'était la dictature du programme, qui mène à une sélection par l'échec et un système élitiste. Désormais, comme vous le savez pertinemment, ils mettent davantage d'élèves au centre du système. L'objectif de l'enseignant, ce n'est pas de terminer le programme. Ceux qui suivent, ceux qui ne peuvent pas suivre, eh bien, ils vont doubler ou bien ils vont abandonner. Mais désormais, l'objectif, c'est de mettre l'élève au centre du système. Donc, c'est l'approche du curriculum. L'essentiel, ce n'est pas ce que l'enseignant doit enseigner, c'est ce que l'élève doit apprendre.
de sorte que tous les élèves doivent avoir acquis les connaissances et les compétences à la fin de l'année, de sorte que tous les élèves vont passer dans la classe supérieure. Cette approche mène bien sûr à moins d'échecs et moins d'abandon scolaire. Septièmement, avant, les enseignants ne se préoccupaient que d'éducation. Désormais, leurs responsabilités se sont fortement accrues, que ce soit dans le domaine de l'égalité des chances, le harcèlement, l'orientation, l'aide sociale, la sécurité, la participation à la gestion de l'établissement. Toutes sortes de responsabilités pour lesquelles ils ne sont généralement pas bien formés ou pas formés du tout. Et en plus de ça, on leur demande bien sûr de pratiquer l'interdisciplinarité, on l'a signalé ce matin de nombreuses fois, parfois désormais d'être tuteur ou d'être coach, et ensuite de ça, de contribuer à la gestion de l'établissement. Et huitièmement, avant, ils avaient peu de rapports avec les parents, et les parents demandent désormais, sinon exigent une plus grande implication dans l'école, qui ne peut plus être un sanctuaire. Avant, les professeurs disaient « Les parents, vous êtes responsables de l'éducation des enfants à la maison, nous sommes responsables de l'éducation des enfants à l'école, chacun sa responsabilité ». Et donc les enseignants doivent apprendre à leur parler aux parents d'élèves et prendre en compte leurs desiderata et les rassurer. Donc, conséquence de ces évolutions pour les enseignants, l'enseignant ne peut plus compter sur une solide didactique et se limiter à un cours magistral. Il doit désormais avoir recours à des pédagogies variées, suivant les niveaux des élèves, on l'a dit, les élèves faibles et les élèves forts, suivant leurs origines. Il doit avoir recours à des pédagogies interactives avec des petits groupes qui permettent de développer des compétences transversales, je l'ai dit tout à l'heure, communication, travail en équipe, etc. Il doit développer des compétences, ce qu'on appelle métacognitives, c'est-à-dire apprendre aux élèves à réfléchir, à être attentifs, à argumenter, à utiliser sa mémoire, à gérer ses émotions. C'est très important, tout ça, des compétences métacognitives. Donc, ils doivent être formés eux-mêmes, ces enseignants, à enseigner ces compétences métacognitives. L'enseignant doit désormais, en plus d'enseigner, motiver les élèves, savoir gérer des classes hétérogènes, utiliser l'éthique, avoir recours à une évaluation plus formative, on l'a dit, collaborer avec les autres enseignants, tutorat, coaching, échange d'expériences, communiquer davantage avec les parents et contribuer à la gestion de l'établissement. Et naturellement, l'enseignement ne se limite plus à la transmission identique pour tous de connaissances. Il s'agit désormais aussi d'acquisition de compétences et d'aptitudes permettant aux élèves, in fine, d'avoir le bagage nécessaire pour réussir leur vie personnelle, professionnelle et de citoyen. On l'a dit ce matin plusieurs fois, il faut apprendre aux élèves à vivre. C'est bien d'apprendre à vivre, mais réussir sa vie personnelle, sa vie professionnelle et sa vie de citoyen, je crois que c'est encore mieux. Indiscutablement, tout le monde le reconnaîtra. Donc, l'autonomie de l'enseignant et ses responsabilités se sont fortement accrues. Les qualifications des enseignants se sont multipliées indiscutablement, et donc il faut que les écoles qui forment les enseignants soient prêtes et que l'on forme les formateurs. Donc, vous voyez qu'en amont, il y a du travail. Les qualifications disciplinaires ne suffisent plus. Il convient également de définir des qualifications dans la longue liste que vous avez là. On a signalé ce matin les neurosciences. Il faut bien sûr qu'il y ait aussi des formations dans ce domaine-là. La formation initiale devra donc être beaucoup plus solide et complète qu'auparavant et couvrir des champs nouveaux et variés comme les pédagogies, la gestion de classe, la neuroscience, les neurosciences, la psychologie cognitive et sociale, les méthodes d'évaluation, etc., etc. Conclusion, et j'aurai fini avant les 5 minutes qui me viennent de m'être accordées, conclusion, le métier des acteurs de l'éducation a profondément changé, notamment, comme je viens de l'indiquer, les deux métiers qui sont les plus importants à mes yeux, celui des chefs d'établissement et celui des enseignants, et indiscutablement celui des enseignants est de plus en plus prépondérant, de plus en plus crucial. Leurs qualifications ont donc également radicalement changé. Et ce qui est important, c'est que cette tendance va se poursuivre, se prolonger, et va même peut-être s'accroître, pour deux raisons. En ce qui concerne les chefs d'établissement, je crois que l'augmentation de cette tendance historique vers davantage d'autonomie va s'accroître dans tous les pays. Je dis bien en France, on est en retard en France, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais lorsqu'on fait des comparaisons avec l'Europe, avec les 27 autres pays d'Europe, il y a 28 pays en Europe, avec les 27 pays européens, la France, par rapport à la moyenne de l'Europe, la France est en retard en matière d'autonomie et de responsabilité confiée aux chefs d'établissement. Il y a une très forte
on dit reluctance en anglais, de la part du ministère de l'Éducation nationale en France à donner davantage d'autonomie. Or, si vous regardez l'approche hegelienne de l'histoire, l'histoire va vers davantage de liberté et d'autonomie aux individus et aux sociétés. Je crois donc que la France devra suivre le pas, bon an, mal an, un jour, et j'espère le plus tôt possible. Donc, il y aura naturellement dans tout le pays davantage d'autonomie et de responsabilité pour les chefs d'établissement. Et pour le métier des enseignants, je crois que la révolution viendra du numérique, avec d'abord des programmes qui devront être numérisés, c'est-à-dire la fin du livre. Pour l'instant, il n'y a que des livres dans les classes. Bientôt, ce sera bien sûr le programme numérisé. Les didactiques seront numérisées, les pédagogies seront numérisées. Puis les masques numériques apparaîtront bientôt, et à terme, peut-être dans 10, 15 ans, 20 ans, il y aura des robots qui ne remplaceront pas les professeurs, je ne pense pas, qui pourront compléter les professeurs, je ne pense pas qu'on pourra jamais supprimer les professeurs. Avec cela, je vous remercie de votre attention et je répondrai avec plaisir à vos questions.